Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouveau cours de philosophie et ce jour, ce n'est pas 2, mais 3 couples de repères que nous allons voir ensemble. Tout d'abord, nous allons définir les adjectifs antonymes abstraits et concrets, puis après cela, nous allons nous intéresser à la distinction qui existe entre les expressions en théorie et en pratique, ce qui va nous conduire à considérer dans un dernier temps les expressions en fait et en droit. Débutons par porter notre attention sur le couple de repères abstraits et concrets. Comme nous l'évoquions à l'instant, ces deux adjectifs sont antonymes. D'un côté, le terme concret est utilisé pour qualifier ce qui a une existence matérielle, comme le suggère d'ailleurs l'étymologie du mot, qui provient du latin concretus, c'est-à-dire se solidifier. Une chose concrète est une chose qui peut être directement perçue par les sens, qui est directement perceptible, et donc cela signifie qu'est concret ce dont il est possible de faire l'expérience. Par exemple, le stylo posé sur ma table, la lampe qui m'éclaire, ma main sont tous des exemples du concret. A l'inverse, l'abstrait est irréductible à la réalité matérielle et à l'expérience. Ce qui est abstrait résulte d'une opération de l'esprit, appelée abstraction. Nous allons y revenir tout de suite, mais il faut dès maintenant remarquer que cela signifie que l'abstrait n'est pas donné par les sens, par l'expérience sensible, mais au contraire, que l'abstrait est une construction de l'esprit. Alors abstraire, cela consiste en quoi ? Abstraire, c'est soit séparer certains aspects, certains éléments d'une chose ou d'une représentation qui constituent un tout. Dans ce cas-là, l'abstrait consiste en ce qui a été séparé d'un tout. Par exemple, imaginons un individu qui recherche une table pour sa salle à manger. Dans un magasin, il voit une table qui lui plaît, abstraction faite de sa couleur. Dans ce cas-là, l'esprit de l'individu a construit une image, une représentation de la table où sa couleur n'est plus prise en compte. Voire même, il peut imaginer la même table dans un coloris différent. L'image mentale que l'esprit de l'individu a ainsi construite de la table est abstraite, tandis que la table qu'il a devant les yeux est concrète. Abstraire, cela peut aussi vouloir dire que l'esprit saisit des caractéristiques communes à plusieurs éléments, à plusieurs choses. Autrement dit, abstraire, cela peut aussi vouloir dire généraliser. Par exemple, l'esprit d'un individu saisit les éléments communs à plusieurs chaises concrètes dont l'individu a fait l'expérience pour construire dans son esprit le concept de chaise qui lui est abstrait. Donc finalement, la distinction entre abstrait et concret renvoie directement à la distinction entre ce qui est pensé et ce qui est réel, entre guillemets, ou pour le dire autrement, l'opposition, la dichotomie entre abstrait et concret renvoie directement au rapport entre pensée et réalité, tout comme le second couple de repères auquel nous allons maintenant nous intéresser, en théorie et en pratique. D'une part, de manière courante, on utilise le terme théorie pour désigner un ensemble de thèses, d'énoncés organisés de manière logique sur un sujet X ou Y qui vise à analyser, à expliquer, voire même à prédire des phénomènes. Par exemple, en biologie, la théorie de l'évolution désigne un ensemble de thèses qui visent à analyser et à expliquer la transformation des êtres vivants au cours du temps. D'autre part, il existe un autre sens, plus pointu, donné à théorie, que l'on retrouve notamment chez le philosophe grec Platon. Il consiste à rapprocher le terme théorie de ce que l'on appelle la connaissance spéculative, c'est-à-dire de la connaissance abstraite et sans application pratique. Dans ce cadre-là, le savoir est considéré comme une fin, un objectif en soi, et la seule connaissance spéculative, sans recherche d'application pratique, suffit. Dans ce cas-là, on parle de connaissance désintéressée. Par exemple, si les scientifiques avaient cherché à déterminer la distance entre la Terre et la Lune simplement pour savoir, pour avoir l'information, on aurait été dans le domaine de la connaissance spéculative. Dès lors que l'idée d'application, de souci pratique entre en ligne de compte, on sort du contexte de la connaissance spéculative. En effet, le terme pratique renvoie au domaine de l'action. Le souci du pratique correspond à la recherche d'application, d'utilité pratique pour une théorie. Par exemple, pour l'exemple précédent, la recherche d'application pratique pourra concerner la manière de se rendre sur la Lune à partir de la Terre. La distance entre les deux est alors une caractéristique essentielle à connaître. En cela, pratique et théorique s'opposent.
En schématisant, on peut dire que la théorie renvoie aux idées, à l'abstrait, tandis que le pratique renvoie à l'action concrète. Certains philosophes ont parfois d'ailleurs critiqué la théorie entendue comme connaissance spéculative, sans application pratique, en mettant en exergue qu'une telle connaissance est complètement déconnectée de la réalité. L'une des critiques que le penseur Marx adresse aux philosophes reprend de manière très forte cette idée. D'après lui, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières, ce qui importe c'est de le transformer. À travers cette citation, il exprime l'idée que les philosophes ont produit une grande quantité de théories sans chercher d'application pratique, concrète pour elles, ce qui serait pourtant l'essentiel selon Marx. Maintenant que nous avons cerné le sens des expressions en théorie et en pratique, nous allons voir qu'il recoupe celui de deux autres expressions utilisées en philosophie, mais aussi dans la vie courante, en droit et en fait. Premièrement, l'expression « en fait » que nous utilisons tous quotidiennement permet de désigner ce qui est en pratique, dans les faits, dans la réalité, dans l'action. Ici, nous nous situons donc plutôt du côté descriptif. Par exemple, quand je dis « en fait, ce fauteuil est bleu », finalement je décris la couleur du fauteuil telle qu'elle est dans le concret. A l'inverse, l'expression « en droit » renvoie à ce qui devrait être. À titre d'exemple, prenons la phrase « en droit, à travail égal, hommes et femmes reçoivent un salaire égal ». Cette phrase renvoie à ce qui devrait être, à un idéal d'équité entre les salaires perçus par les hommes et les femmes. Dit autrement, dans cette phrase, on ne se soucie pas de ce qui est en fait, mais de ce qui devrait être. Et ce qui est intéressant à remarquer, c'est que lorsqu'un individu analyse ce qui est en fait, c'est-à-dire dans les faits, il s'appuie implicitement, il prend comme repère ce qui devrait être, ce qui est en droit. Autrement dit, les individus analysent toujours ce qui est en pratique à partir d'une norme, d'un idéal. Par exemple, pour reprendre l'exemple de notre fauteuil bleu, si un individu s'installe dessus et dit « en fait, il est trop mou », il se base sur son idéal de confort, de fermeté pour analyser les faits. C'est donc à la lumière de ce qui devrait être selon lui, de la manière dont le fauteuil devrait être plus ou moins ferme que l'individu analyse les faits. Pour résumer, le « en fait » fait bien référence à ce qui est en pratique, dans les faits, mais il est aussi important de remarquer que le « en fait » procède finalement toujours du « en droit », puisque l'individu s'appuie sur son idéal, sur le monde des idées et de l'abstrait donc, pour analyser les faits. Nous espérons de tout cœur que cette vidéo vous a été utile pour mieux comprendre les adjectifs concrets et abstraits, ainsi que les expressions en théorie, en pratique et en fait en droit, dont les significations sont finalement très proches. Merci beaucoup de l'avoir regardé et comme d'habitude, c'est avec plaisir que nous répondrons à vos questions dans les commentaires et que nous accueillerons vos retours. Très bonne journée à tous et à bientôt!